Je m'appelle Mickaël Alison. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais connue en tant que monsieur Alison et donc maintenant c'est madame. Donc voilà, je vais parler de mon parcours de transition ici, en tant que personne transgenre et donc en tant qu'enseignante transgenre. Podcast Story réel. Pour poser un petit peu les choses, quand on dit d'une personne qu'elle est transgenre, c'est que par rapport au genre qu'on lui a assigné à la naissance, donc quand on a dit, c'est un garçon ou c'est une fille à la naissance, cette personne en grandissant ne se reconnaît pas dans cette identité. Donc moi clairement, je commence à prendre conscience que mon identité, c'est pas du tout celle d'un garçon, au collège. Dans les années 90, au collège, on va être clair, transidentité, le terme n'existe pas. On parle pas du tout de genre. On parle d'ailleurs très peu même d'homosexualité, ou alors c'est uniquement sous le prisme de l'insulte. Donc c'est pas du tout le cadre où il était possible de se questionner facilement. Donc il m'a fallu beaucoup de temps, de réflexion, puis évidemment en solo, parce qu'il y a personne avec qui en parler, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas internet. Donc à l'époque, je me disais, ça, c'est toi qui te fais des nœuds au cerveau toute seule, et puis tout ça va passer. Et en fait, c'est pas du tout passé. Et arrivé au lycée, j'ai vraiment pris conscience qu'effectivement mon identité, c'était une identité féminine. Voilà. Sans pouvoir en parler non plus, parce que il y avait absolument pas d'espace de parole là-dessus, parce que c'était évident que j'allais m'exposer à des moqueries, des insultes. Les rares informations que j'avais pu avoir sur les transidentités, notamment par un reportage sur les chaînes de télévision publiques de l'époque, c'était une personne, donc une femme transgenre qui était en rupture totale avec sa famille, qui était contrainte au travail du sexe parce que elle avait été mise à la porte de son emploi quand elle avait entamé sa transition. Donc il y avait une réelle mise au banc de la société. Et à 15-16 ans, on peut absolument pas, pour moi c'était impossible de me projeter dans un tel parcours, c'était pas possible. Ça amène même le développement d'une certaine haine de soi, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a je ne peux pas être trans parce que ce que je vois, ce qu'on me dit des personnes transgenres a l'air tellement terrible, et on m'amène tellement à détester cette image que je ne peux pas être cette personne-là. Donc il y a réellement quelque chose qu'on intériorise à un moment comme sentiment très négatif, et c'est très difficile de s'en départir. Il m'aura fallu beaucoup de temps pour m'en débarrasser. En sortant de l'école et en allant vers les études, moi, assez vite, c'était assez clair que je voulais être prof de sciences de la vie et de la terre. J'étais très intéressée par la biologie. Donc, j'ai fait les études qu'il fallait, j'ai passé le concours. Et je suis devenue jeune prof. La manière dont je présentais à l'époque, alors j'avais les cheveux longs, ça, je vais garder les cheveux longs, mais sinon, j'avais une apparence qui était quand même assez négligée. Je portais toujours les 3-4 mêmes pantalons toute l'année. J'avais laissé pousser une barbe parce que justement, je voulais surtout pas que les doutes, que les questionnements que je pouvais avoir sur mon identité transparaissent à l'extérieur. C'est-à-dire que dès la première année, en fait, j'ai entendu évoquer une situation d'une collègue qui avait entamé une transition par un chef d'établissement qui expliquait en gros qu'il savait pas quoi faire de cette personne. Et là, moi, je me suis dit, je me suis pas farci 5 années d'études en travaillant l'été pour les payer, pour me faire mettre à la porte dans quelques mois parce que on voudra pas d'une prof trans. Pour moi, il était clair que le cadre de l'école à l'époque, de l'éducation nationale, mon cadre professionnel était hostile à ce que j'étais. Donc je ne pouvais pas être une personne trans. Et à l'époque, ça a renforcé le déni. Ça m'a vraiment amené à m'enfermer dans une espèce de ligne droite et de me dire non, tu dois être un mec, ça déconne un peu là dans ta tête, mais fais ta vie, fais ta carrière, construis tout le reste à côté. J'avais une compagne, j'envisageais d'avoir une famille, j'envisageais de me marier, il y avait plein de trucs qui étaient des éléments importants. Je me suis dit, en me plongeant là-dedans, ça va bien se passer. J'ai toujours enseigné dans des cadres éducation prioritaire, donc où on peut avoir du public un peu plus remuant, mais qui sont des élèves adorables et avec lesquels je me sens vraiment à l'aise. Et du coup, mes collègues qui avaient pas mal d'expérience à l'époque m'avaient dit, faut que tu places une grosse voix, faut être très autoritaire. Et il y avait vraiment cette vision un peu binaire, très stéréotypé, très genré. Aujourd'hui, j'en rigole parce que ça me paraît vraiment pas. Je devais vraiment pas paraître crédible, mais c'était les préjugés que j'avais et puis c'était un petit peu ce qu'on m'avait transmis en termes de posture en tant que enseignante qui à l'époque était identifiée au masculin. Donc
En sciences de la vie et de la terre, il y a toute une partie qui concerne l'éducation à la sexualité. Dans les cours, régulièrement, quand on abordait ces thématiques-là, les élèves me posaient des questions sur l'homosexualité, ou alors ils avaient vu sur Internet des personnes trans. Ils ne le formulaient pas toujours très bien d'ailleurs. Et c'était un des rares espaces, ma salle de classe, où je voyais aucun inconvénient à aborder ces sujets, pour lesquels je me renseignais énormément à côté de ça. Donc autant moi-même, j'aurais pas du tout été capable d'aller militer dans une association à l'époque, puisque je présentais comme un homme, cisgenre, hétéro, marié. Mais par contre, du coup, je me sentais compétente pour répondre aux questions des élèves et essayer de les amener à interroger leurs représentations stéréotypées, leurs préjugés, tout en m'accrochant moi-même dans ma vie privée au mien et à une identité qui n'était pas la mienne. Donc il y a une petite position d'équilibriste à ce moment-là, mais ça c'est quelque chose qui était important pour moi assez tôt. La thématique d'éducation à la sexualité au sens large, où on va aborder plein d'autres choses comme le consentement, comme le rapport au corps, mais spécifiquement sur les thématiques LGBT+, là je me sentais tout à fait à l'aise pour en parler. Alors que pourtant, j'affirmais ne pas être concernée. Il va ressortir une période d'une grosse décennie, au terme de laquelle je m'accomplis en tant que parent, en tant que professionnel, j'achète une maison, je suis mariée, enfin j'ai dit tout ce qui, sur le papier, peut paraître désirable, et il y a vraiment des choses importantes là-dedans, pour moi, mais il faut que j'arrive... en 2017 à réaliser qu'en fait tout ça c'est bien, je l'ai construit mais je l'ai pas construit pour moi. L'identité masculine que je porte n'est pas la mienne et c'est vraiment une période qui est difficile parce que c'est une période où là je vais réfléchir à plusieurs fois possiblement mettre fin à mes jours. Et c'est une période où à un moment je vais faire le choix de me rapprocher de personnes qui vont pouvoir m'accompagner dans mon questionnement, donc au niveau associatif. Également, je me rapprochais d'un thérapeute. Par contre, ça va aller très vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte d'ouvrir la boîte, en quelques mois, la façade masculine, elle va s'effondrer complètement. Et donc en juin 2018, je prends la décision d'entamer une transition. Le coming out professionnel, il se fait auprès de la chef d'établissement que j'ai à cette époque-là. Et sa réaction, c'est de me dire, au sein de l'établissement, on n'a absolument pas à interférer avec ça. On a simplement le devoir de vous accompagner au niveau professionnel pour que tout se passe bien pour vous. Et à partir de là, ça a énormément facilité les choses parce que l'idée, c'était de poser un cadre. Et donc, en avril 2019, pour le coup, j'ai fait ma première rentrée en tant que femme. J'avais indiqué aux élèves que je comprendrais tout à fait qu'ils aient besoin de quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour ajuster. Il y en a, c'était la 4e année qu'ils m'avaient en tant qu'enseignante et ils m'avaient connue en tant que monsieur. Au moment où ils étaient arrivés en 6e, ils étaient en 3e et ça devenait madame. Je pouvais concevoir qu'ils aient besoin d'un peu de temps pour s'adapter, de la même manière que mes proches, de la même manière en fait que à peu près tout le monde. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je me rappelle d'une réunion parents-prof qui a eu lieu quelques jours après, où les parents d'élèves sont arrivés. Pour ceux que j'ai vus, j'étais prof principale d'une classe de 5e. C'était madame. Et ça, c'était chouette, parce que là, je me suis dit, ok, c'est bon. Alors, je dis pas que tout s'est bien passé à 100%, qu'il n'y a pas eu des personnes que ça a pu heurter, qui ont pu dire des choses, mais ça m'est parvenu aux oreilles. Et j'ai pas eu à souffrir d'incidents particuliers, alors que j'ai pas changé d'établissement et que je m'y trouve toujours aujourd'hui. Je me dis, ouais, j'aurais peut-être pu y aller plus tôt si j'avais su que ça se serait aussi bien passé. Il y a une méconnaissance terrible concernant les transidentités, c'est-à-dire que les gens se focalisent sur le corps, sur des opérations, sur quelque chose de visible, et oublient que dans transidentité, il y a identité, ou que dans personne transgenre, il y a personne. Il y a un vécu, il y a un ressenti, il y a une personnalité. C'était important pour moi de pouvoir répondre à des questions sur les transidentités, tout en acceptant qu'il y ait des maladresses, que la personne ne sache pas, pose une question intrusive ou maladroite. Essayer d'inviter les gens à être à l'écoute des personnes trans, c'est vraiment à être à l'écoute de témoignages et pas seulement de se focaliser sur des aspects plus visibles, plus corporels, plus que sais-je.
J'ai eu l'occasion ces 2 dernières années d'avoir plus une posture de formatrice auprès des personnels de l'éducation nationale sur ces questions-là. Et très souvent, en fait, je vais entendre des formulations quand on parle des élèves transgenres, des choses comme ah ben c'est une fille mais qui veut devenir un garçon. On va avoir des témoignages d'élèves de collègues qui disent voilà, j'ai un élève qui a fait sa transition et en fait qui vont le genrer systématiquement de la mauvaise façon, alors que l'élève a fait sa transition, a affirmé son identité. En plus de cette espèce de fascination pour le corps et pour les changements du corps. Par contre, souvent, les gens ont du mal à prendre en compte l'identité réelle de la personne et pas l'identité passée, l'identité assignée, qui normalement n'a plus cours à partir du moment où on fait un coming out et on indique qui on est. Il y a une circulaire qui a été publiée en 2021 par le ministère de l'Éducation nationale, qui n'est pas parfaite, mais qui place un certain nombre de préconisations pour pouvoir accompagner les élèves transgenres et de savoir concrètement, dans le quotidien scolaire de l'élève, sur comment on va l'appeler en classe, sur donc le nom qui va figurer sur son carnet de correspondance ou sur sa carte de cantine par exemple, sur quelle toilette, vestiaire, dortoir, s'il y a un internat, l'élève va pouvoir utiliser, qu'est-ce qu'on dit des tenues vestimentaires. C'est fixé dans un texte, voilà, et c'est fixé dans un texte, comme je disais, qui n'est pas parfait, mais qui va permettre d'avoir une prise en compte globale et surtout qui permet de dire, l'école dit, on reconnaît qu'on a des élèves trans parmi la multitude de profils d'élèves qu'on a, et on a la volonté de leur permettre de mieux vivre leur scolarité. Parce que finalement, c'est notre boulot à l'école. Hein. On accompagne la scolarité des élèves avec chaque situation spécifique aux différents élèves. Et Dieu sait qu'ils sont très divers, les élèves qu'on peut accueillir. Et donc, on doit un accueil de qualité à toutes et tous, et aussi aux élèves trans. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.